La Seudre, un fleuve qui, sur ses derniers kilomètres, s'épanouit dans un estuaire étonnant, composé d'une multitude de digues, de chenaux, de bassins. Un paysage identitaire de Charente-Maritime qui est aussi le berceau de l'huître marraine Oléron. L'endroit idéal pour vous inviter à écouter quelques histoires racontées par des cours d'eau de la Nouvelle-Aquitaine. Après avoir navigué sur la Seudre, à bord d'un vieux bateau ostréicole sauvé de l'oubli par des passionnés, nous descendrons en kayak les gorges de la Vézère, en Limousin. Puis nous survolerons d'une façon inédite le fleuve Charente en montgolfière avant de vous faire découvrir un petit trésor méconnu dans les Landes, le courant de Contis. Cap sur la Nouvelle-Aquitaine au fil de l'eau. La Seudre est un cours d'eau pour le moins singulier. Il s'agit du plus petit fleuve de France par sa longueur, à peine 70 km, mais sans doute l'un des plus étonnants et des plus charmants. Avant de se jeter dans l'océan, au sud de l'île d'Oléron, la Seudre s'épanouit sur 20 km dans un estuaire à la physionomie surprenante. On dirait un squelette de poisson, avec au centre la grande arête, le fleuve lui-même, et de chaque côté, une multitude de chenaux. 8600 hectares de marais salants, un jardin sur l'eau cultivé par des paysans de la mer. Un paysage hors du commun, où les eaux du large et les eaux de la terre s'unissent. Le meilleur moyen pour connaître le fleuve, c'est bien sûr d'y naviguer. Nous voici à bord de l'Espiègle, un navire traditionnel, avec à sa barre un personnage, dit Bouteiller, dit Téteille, un enfant du pays, né à la Tremblade, ancien ostréiculteur et marin-pêcheur. Est-ce que tu te souviens, Téteille, de l'âge que tu avais la première fois que tu as navigué? Oui, je me rappelle très bien. J'avais 5-6 ans avec mon grand-père, pendant les vacances. Et puis après, ils ont péri en mer, donc j'avais 10 ans. Et après, j'ai navigué après le certificat d'études. J'ai embauché à 14 ans et 6 mois chez un ostréiculteur et j'y suis resté jusqu'à 35 ans. Ça a toujours été un plaisir, de toute façon, de naviguer. J'ai toujours aimé ça. Hein. Même tout gamin, déjà à 7 ans, on savait goudiller, nous. Ah ouais, à 7 ans, on goudillait, on prenait les pinasses, on faisait la course. On se roulait dans la vase et hop, on retraversait. Si, c'est vrai. Aujourd'hui, un touriste qui vient, ça l'effraie, il a peur de se salir et tout. Vous, non? Non, c'est la vase, elle est nourricière, cette vase. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui permet aux huîtres de pousser. Tous les oligo-éléments à l'intérieur et ils nourrissent de ça, quoi, du plancton. Ce bateau est en fait un rescapé. Téteille et ses amis ont passé plus de 5000 heures pour restaurer ce sloop, construit il y a 80 ans, laissé à l'abandon dans un terrain vague sur un chantier naval. Faible tirant d'eau, fond plat pour pouvoir s'échouer sur les fonds vaseux, c'était le navire utilisé par les ostréiculteurs. Si on te propose de naviguer dans des eaux bleues turquoises à côté de Tahiti ou ici sur la Seudre, tu choisis quoi? Non, moi je choisis chez moi, c'est bien. D'abord je suis en vacances toute l'année moi chez moi. Pourquoi tu ailles ailleurs? C'est vraiment la sensation que tu as? Ah bah tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui te fait sentir ça? J'ai pas trop les moyens de prendre des vacances, mais si j'avais, moi je m'en irais pas. Même, ma femme est partie en Corse, elle est partie toute seule, moi je suis resté là. T'es attaché à ce point-là, à cet endroit? Ah oui, puis moi s'il y a 2 jours,
Si à 48 heures je viens pas sur l'eau, je suis malade. Alors c'est pas la peine, je reste là, je suis bien. C'est vital. Ouais. Peut-être un peu original, mais c'est comme ça. Oh, quelle est triste la vie du matelot. On y mange de briques, on y boit de l'eau. La Vézère est une bien jolie rivière qui prend sa source timidement dans les tourbières du plateau de Millevaches, avant de se jeter 200 km plus loin dans la Dordogne. Un cours d'eau au visage multiple, avec beaucoup de caractère. Et c'est sans aucun doute en Corrèze que la Vézère offre le plus de diversité. On est loin ici des autoroutes aquatiques surchargées de canoës. Au fil des méandres, la Vézère déroule des paysages sauvages. En Corrèze, cette rivière n'a jamais servi de voie de navigation pour le commerce. En fonction des pluies et des saisons, elle peut être impraticable, bouillonnante, mouvementée, au point d'être aujourd'hui un spot réputé pour les sports d'eau vive. C'est à quelques battements d'ailes du Zerche, sur les rives d'un rapide, qu'Éric rencontre Marc Brossard. Entraîneur de canoë-kayak, il supervise depuis quelques années de jeunes Corréziens, dont certains font partie de l'élite française des sports d'eau vive. Ok les gars, donc on repart sur une série de car parcours avec la descente de rouge avec le décalé qui suit, les 3 portes en décalé. 2 passages plutôt navigation posée, bien à plat, sans prise de risque, et puis l'inverse, un petit peu plus d'engagement sur les 2 autres. Ok ? Allez, c'est parti. Alors c'est ou du chinois ou du patois corrézien pour moi, j'ai pas compris grand-chose de ce que tu as dit. Le principe du slalom, c'est quoi? Le principe, c'est d'aller le plus vite possible et franchir et passer dans toutes ces portes que tu vois qui sont suspendues au-dessus de la rivière, au-dessus de la Vézère. Voilà, et bien sûr sans les toucher puisqu'on rajoute des pénalités au temps d'arrivée. Alors il y a des vertes, il y a des rouges. Les vertes sont à passer dans le sens du courant, donc en descente, et les rouges sont à remonter, souvent placés dans des contre-courants. Quand le bateau cabre un petit peu, si tu veux, il perd de la glisse, il perd de la vitesse. Donc c'est pour ça que les fondamentaux de l'activité, on dit souvent de naviguer plutôt à plat. On ne le soupçonne peut-être pas, mais cette rivière, la Vézère, elle est intimement liée à l'histoire de ce sport. Ah oui, tout à fait, puisque les premiers championnats du monde en descente, notre discipline du canoë-kayak, ont été organisés à Trégnac, plus en amont, et donc toujours sur la Vézère. C'était en quelle année? C'était en 1959. Le Critérium international de rivières sportives pour kayak canadien a choisi pour cadre et pour piste, pourrait-on dire, la Vézère supérieure. Cette charmante et bouillonnante rivière de la Corrèze est fort bien classée en ce qui concerne les difficultés. Vainqueur, le Belge Marcel Beaujon. Bon, moi, je sais juste faire un peu de canoë quand c'est tranquille, donc le stade de slalom, j'oublie. Ah, si tu veux, on va essayer. Je vais te faire essayer un vrai bateau de compétition, et puis pourquoi pas, lançons-nous. Allez. On met le bateau bien dans l'eau, tu vas t'installer. C'est carrément pas confortable du tout. Et alors pourquoi on se met dans cette position? Tu vas t'y faire. Alors c'est le canoë. Je vais m'y faire. Là. Le kayak, on est donc assis avec les pieds devant et là donc on fait du canoë biplace. Alors on va installer la jupette bien à l'arrière d'abord. Attends, bien à l'arrière d'abord. Ensuite tu vas la remonter sur tes hanches. C'est-à-dire que moi déjà je suis fatigué simplement de mettre la jupe, c'est bon signe. Là tu es équipé comme un champion. Avoir la tenue du champion et le talent du champion, c'est 2 choses différentes, je le sais. Hein. Ouais, d'accord. Allez Eric, on est parti. Test grandeur nature. Ah non, mais c'est... Est-ce que tu sens déjà les équilibres, surtout c'est pas stable. Les déséquilibres surtout? Allez Eric, donc là on va se lancer pour la descente de la digue de la Minoterie. Tu vas avoir quelques sensations, on va passer par le toboggan. On y va là, c'est bon? Allez, on y va. Allez, let's go. Oh. Allez, c'est parti.
C'était des bonnes sensations. Super. Hein, ça Bon. rafraîchit. Première leçon, c'est quoi? On va faire une petite séquence si tu veux bien. Allez. Avec 4-5 portes, donc on a un parcours qui est déterminé par ces fameuses portes rouges et vertes qui sont suspendues au-dessus de la rivière. Notre objectif, tu l'as compris, c'est de passer au bon endroit sans les toucher. Voilà, et là c'est à droite, penche-toi à droite. Super. Regarde, la porte verte arrive, ensuite ce sera la rouge. Pour l'instant, on négocie très bien le parcours. Je sais pas si On c'est- s'en sort, on est à 0 de touche. Et la dernière qui arrive juste devant nous. Et c'est parfait, bravo. Eh, premier slalom. Yeah. Bravo, génial. On croirait un kayakiste chevronné. Ouais, enfin pour championnat du monde, ça va pas être ça. Hein. Oh là, la contre-gîte nous emmène. Hop. Changement d'ambiance. Marc emmène Eric en aval du Zerche, là où la rivière offre un tout autre visage. La contemplation, le calme. Mais en tendant l'oreille, on devine l'eau qui chante avec plus de vigueur. La promesse de nouveaux frissons. C'est une Corrèze inédite qui petit à petit se révèle. Tu peux passer là, toi, à gauche. Voilà, super. Quelle précision. Ah. Il y a quelque chose qui fonctionne tout le temps avec les rivières, c'est qu'on a l'impression de totalement changer d'univers alors que le monde il est autour de nous là. C'est peut-être l'eau qui veut ça, cet élément-là, qui nous baigne dans une atmosphère particulière. Bah, c'est complètement dépaysant. Là je sais pas où je suis moi, est-ce que je suis en Au Corrèze? milieu de l'Amazonie. Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas, on peut avoir de l'imagination comme ça. En tout cas, si ça procure du bien-être, écoute, moi je suis ravi. Hein. Ça fait combien de temps que tu la connais cette rivière? Ça fait très longtemps puisque je suis originaire d'ici, même si je me suis un petit peu expatrié à l'âge de 20 ans. T'avais quel âge la première fois que tu navigues La première fois où j'ai navigué, c'était pour aller faire un pique-nique avec mon frère et mes parents et j'avais 8 ans. C'était un petit peu plus en amont ici. Là. Et alors, tu t'en souviens encore? Oui, je m'en souviens très bien, c'était la grosse galère. Je passais d'une berge à l'autre et je forçais et j'étais épuisé. Voilà, j'étais arrivé au but, mais avec beaucoup d'efforts. Alors voilà, on arrive à la fin de notre expédition, si l'on peut dire, et on se trouve désormais au vieux pont vigeois. Il date de quelle époque? Ah, c'est du 12e ou 13e siècle, là, tu peux regarder l'édifice. On remarque donc ces avancées en pierre là, pour renforcer les piles de pont. Et puis, C'est un peu comme une proue de bateau, là, ces avant-becs oui, en ça, triangle. Ouais. Bah, il faut s'imaginer l'hiver, des niveaux d'eau très importants. Et donc voilà, ça renforce l'édifice. Et là, c'est magique. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui voit comme ça l'arche du pont en passant dessous. On a plutôt l'habitude de le regarder vu d'en haut, que ce soit en rive droite ou rive gauche. Et c'est vrai qu'on est un peu privilégié ici en naviguant sur cette rivière Vézère jusqu'à Vigeois. Après, si on continue, qu'est-ce qu'il y a? C'est très très intéressant, on appelle ça les gorges de la Vézère, et un parcours encore de 12 km avec une vallée qui est plus profonde et plus engagée également au niveau de la navigation puisqu'il y a de la rupture de pente et une eau vive bien présente tout du long. Bon, en tout cas, merci. Super, bonne découverte. Merci à toi. Ah ouais. Bah, moi je suis ravi aussi d'avoir partagé ce moment-là avec toi. C'est à Saintes, en Charente-Maritime, qu'Éric poursuit ses escapades au fil de l'eau. Tout près de la cathédrale Saint-Pierre, Éric a rendez-vous avec Jérémy Guigné, un jeune passionné de montgolfière.
Merci, à tout à l'heure. Et voilà. Quelle douceur. Ah, l'envol, là, c'est Ouais. serein. Là, c'est très serein. C'est l'avantage de décoller le matin. La différence avec les vols du soir, quoi, qui sont... les vols du soir sont un peu plus sportifs. On a un peu plus de vent, mais là, le matin, hop. Puis on va glisser tranquillement vers Saintes. Donc là, tu vas chercher les vents. On ne sait pas, a priori, trop quelle direction on va prendre. C'est la magie un peu du vol, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va atterrir. Après, aujourd'hui, on a des outils technologiques comme des bons sites météo qui nous permettent de connaître la tendance. Mais c'est quand même toujours une surprise. On va reprendre un petit peu de hauteur Pour passer au-dessus de la cathédrale. C'est mieux qu'on s'y accroche pas. Elle est là depuis tellement longtemps. Exact. Le voyage se fait dans les airs, mais c'est le fleuve Charente qui guide Éric et Jérémy. Ce fleuve est comme une ligne de vie où l'on peut lire l'histoire politique, économique et culturelle de la Saintonge. Il faut dire que ce cours d'eau a une sacrée personnalité. Il prend son temps, lézarde, fait des zigues puis des agues. Sa source est à 160 km à vol d'oiseau de l'Atlantique, mais avec ses méandres, il parcourt le double de la distance. On est à la perpendiculaire du fleuve Charente et on voit très bien ses méandres. Exactement. On ne peut pas comprendre ce pays, le Saintongeais, si on ne parle pas du fleuve Charente. Exactement, oui, c'est la vie, c'est la base. Et puis en plus, toute la vie s'amoncelle au bord de ce fleuve, quoi. Et enfin, moi, en tant qu'enfant du pays, j'ai grandi, j'ai joué, enfin, tout s'est passé au bord de ce fleuve, quoi. Historiquement, la navigation, elle a été très importante. Ça a fait la richesse, d'ailleurs, économique de cette province. Exactement, exactement. Alors, ça a commencé depuis des années. Puis il y a eu l'histoire, le cognac, bien sûr, qui a quand même drainé pas mal de barges, qui amenaient le sel, qui se délestaient, prenaient du cognac et puis qui repartaient à l'étranger. Donc voilà, c'est l'histoire de ce fleuve est basée sur la navigation. Les débuts de l'aménagement du fleuve Charente, on les doit à un enfant du pays qui est né à Cognac. C'est ça. Un certain François Ier. Pas des moindres, quand même, le grand bâtisseur. Je crois qu'il disait c'est le plus beau ruisseau de mon royaume. De mon royaume, c'est exactement ça, t'es bien informé. Eh bien écoute, on va redescendre tranquillement sur une petite ville de Chaniers. On peut traverser la Charente ici par un bac à chêne. On l'aperçoit. Donc le bac à chêne, c'est juste... une chaîne, pas l'arbre. Hein. Non, c'est exactement ça. On peut mettre sa petite voiture, ses petits vélos, et puis aller sur les chemins de halage, profiter du Val de Charente grâce au bac à chêne. On peut changer de rive comme on veut. Voilà, en étant éco-citoyen. Tu sais jamais où tu vas te poser quand tu pars. Et là, tu vois, on va se poser ici. Et voilà. Super. Attention, on bondit un petit peu. On va s'arrêter juste avant les arbres, tu vois. Hop. Et voilà. Bravissimo. Retour sur le plancher des Varches. Un immense merci. Eh ben, un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Conscient d'avoir été privilégié ce matin grâce à toi. Je suis vraiment heureux de t'avoir accueilli à bord, en tout cas. Changement de décor, direction la côte landaise et ces paysages que l'on associe immédiatement au plaisir des vacances et au surf. « 230 km de la pointe du Médoc jusqu'au sud des Landes. Il s'agit de la plus longue plage de sable de tout le continent européen. Un espace que l'on pense tous bien connaître. Et pourtant,
La côte landaise est beaucoup plus riche et complexe qu'on pourrait le croire au premier regard. Et si l'on ose s'aventurer hors des sentiers battus, on peut découvrir des trésors insoupçonnés, connus des seuls initiés. Adi Schatz, Alain. Salut Eric. Quel changement de décor, il n'y a plus le brouhaha des vagues de l'océan, on est dans un univers de calme. Alors là, on est sur le courant de Contis. C'est un petit fleuve côtier, donc c'est un fleuve particulier. Ça naît dans les terres, c'est des fleuves qui sont très courts. Il a fait une trentaine de kilomètres et ça vient des bassins versants. Donc ils sont délimités par les affluents de l'Aunesse et du Vignac. Bon, on s'y met, on s'équipe. Allez, c'est parti. Je te Allez, donne hop. un gilet et c'est parti. Alain, j'ai changé de continent. Je me demande si je ne suis pas carrément en Amazonie, là. On se croirait au Brésil, hein. Ouais, c'est fou, hein. Donc voilà un autre côté des Landes qui est assez intéressant, où tu as une végétation plus primitive, qui est hyper intéressante. Et puis là, on a de la chance avec tout ce qu'il a plu, c'est très 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 vert. J'imagine qu'au niveau faune et flore, c'est quoi, un petit trésor, ce courant. Alors bien sûr, c'est une zone préservée, un Natura 2000. Donc il y a un gros intérêt écologique ici, au niveau faunistique et floristique, bien sûr. Alain, je vois toutes ces maisons qui sont là. C'est juste le paradis, non, de vivre ici. Ah, là, ils ont un emplacement fantastique. Allez, seul inconvénient, les moustiques? Non, même pas, j'accepte. On passe sur l'inconvénient vu la beauté du lieu, c'est ça? C'est clair. Hé, ça souffle là. On sent qu'on a changé aussi d'espace, hein. Alors, phénomène naturel, on approche de l'océan. La marée vient de tourner. Comme il fait très beau, on laisse place au vent thermique. Donc là, on est passé d'un vent de terre à un vent de mer. On est en contact avec les éléments, on sent bien le vent, ça change la technique de navigation du stand-up paddle. Je te conseille juste de plier les jambes légèrement à chaque coup de pagaie. Ça va te permettre d'avoir plus de force avec la main du bas et de tirer un peu plus d'eau et donc d'avancer contre cette petite contrainte. C'est cette nature aussi qui transmet cette énergie apaisante, pour reprendre ton terme. Alors on dit que dans les aiguilles de pin ou sur l'écume, quand les vagues cassent, il y a des ions négatifs qui nous apportent plein de bienfaits pour le corps et le mental. C'est-à-dire là, je fais le plein de bonheur, quoi, Ouais, en quelque le plein sorte. de zen, tu vas voir, hein, tu vas être tout calme, tu commences une belle journée en fait, je l'espère du moins. Et puis on est debout, c'est-à-dire qu'on est un peu comme un échassier, on voit le paysage autour de nous, c'est juste magnifique, quoi. C'est pour ça que j'aime bien, c'est une belle façon de visiter les lieux. En plus, on n'abîme pas grand-chose, on n'accroche rien. T'as vu, on peut pagayer calmement, donc des fois on fait vraiment pas de bruit. Tu es à côté de la nature, les oiseaux chantent, tu perturbes rien. Et puis cet effet d'être debout et d'avancer sans marcher, c'est quand même une sensation folle. Allez, cap sur l'océan alors. La boucle est bouclée, retour à l'océan. Toi qui as voyagé dans le monde entier, qui as vu des beaux paysages, qu'est-ce que tu trouves ici qui fait que tu restes? Toi qui viens de Marseille, qui n'est pas un Landais d'origine. C'est la pleine nature et c'est que du bonheur, quoi. C'est une qualité de vie énorme. Et puis dans un cadre comme ça, on se croirait un petit peu ailleurs, tu vois. Donc j'ai l'impression de voyager tout le temps presque. Je voulais te remercier parce que tu m'as fait découvrir un autre visage de la côte landaise. C'est pas que la mer, c'est pas que les vagues, c'est aussi le courant de Contis. Vraiment merci à toi. Eh ben merci, je suis fier d'avoir été ton invité. Merci. À bientôt.